Salut à tous et bienvenue sur ValleyPL TV. Aujourd'hui on se retrouve pour un débrief de mon premier vrai gros tournoi Flesh and Blood. Il se trouve qu'il y avait la Super Armory à Marseille, à la crypte du jeu, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Il faut savoir que LSS, donc Legend Story Studio, l'éditeur du TCG Flesh and Blood, en ce moment est dans l'expansion du jeu. En tout cas ils essayent de proposer le jeu dans le plus d'endroits possible. Et il faut savoir que Flesh and Blood, qui est un excellent TCG, eh bien, prend très très bien dans le nord de la France, notamment avec les communautés parisiennes, mais est un petit peu délaissé pour l'instant dans le sud de la France. Et donc du coup, il y a vraiment ce projet, en partenariat avec donc, ceux qui s'occupent de Flesh and Blood en France, il y a ce projet d'essayer de démocratiser au mieux Flesh and Blood dans les différentes boutiques et dans les différentes communautés du TCG du sud de la France. Et donc à ce compte-là, j'ai eu la chance que Legend Story Studio me permettent, en collaboration, en partenariat avec eux, d'aller faire un tournoi à la crypte du jeu, de pouvoir en parler en amont, notamment avec un training, avec un coaching, notamment avec Pedro qui était sur le chat tout à l'heure. Merci beaucoup à lui de m'avoir coaché et de m'avoir donné quelques clés de compréhension pour aborder ce tournoi le plus sereinement possible. Et merci également aussi à Romain, son comparse de l'œil d'Ophidia, qui a participé aussi à une session de training supplémentaire et pareil, qui m'a donné quelques clés de compréhension pour vraiment arriver, en tout cas avec des bases honorables lors de ce tournoi. L'idée, c'était de me rendre à la crypte du jeu, de participer à la Super Armory, de faire un thread Twitter pour présenter mon tournoi, et ensuite de le débriefer avec vous directement sur YouTube. Si jamais le format vous plaît, si les débriefs de tournoi ça vous parle, il y en aura aussi sur d'autres jeux, peut-être du Lorcana qui va sortir mi-août, et sur du Magic bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et à partager dans les commentaires. Voilà, comme ça vous en aurez évidemment toujours plus, et nous on sait que c'est un format qui vous intéresse. Alors, au niveau du tournoi, moi je vais commencer par vous parler de ce que j'ai joué de mon côté. Voilà. Et donc ce que j'ai joué, moi de mon côté, c'était Braillard. Alors Braillard, c'est un deck un peu mid-range, en tout cas, ou alors un mid-range dynamique, un deck qui veut quand même pousser pas mal de dégâts, mais qui a quand même besoin de ce setup pour essayer de briser les mathématiques du jeu. C'est un Runeblade. Donc ça c'est sa classe. Élémental, c'est son sous-type, entre guillemets, son talent. Ça lui permet du coup de jouer toutes les cartes Runeblade, toutes les cartes génériques et toutes les cartes élémentales, donc du coup Earth ou Lightning. Il ne peut pas jouer les cartes Ice, ça fait partie des prérequis de ce héros-là. Rapidement, la puissance de Braillard, elle vient de deux choses. Elle vient du fait que ton arme c'est Rosetta Thorn, et Rosetta Thorn, en gros, si tu as réussi à assembler une non-attaque action et une attaque action, pour tous ceux qui n'ont pas du tout les bases de Flesh and Blood, on a une vidéo qui présente les bases directement sur notre chaîne TV. Ça vous aidera peut-être, en ayant vu cette vidéo, à mieux comprendre ce report de tournoi. Ou alors, je vous invite à consulter du contenu français, comme notamment le tome de Marself, Tour 0, ou alors l'œil d'Ophidia, pour acquérir, entre guillemets, les bases de Flesh and Blood et un petit peu mieux comprendre ce que je vais raconter. Parce que même si j'ai envie de vulgariser, en faisant des analogies à Magic, si vous comprenez absolument rien à Flesh and Blood, il va falloir un peu vous accrocher, c'est normal. Et donc du coup, en enchaînant à la fois une non-attaque action et une attaque action, on va avoir le droit avec Rosetta, pour une seule petite ressource, et bien de venir pour 4 dégâts, ce qui entre guillemets en termes de mathématiques pour une arme du jeu est assez puissante. Le stuff que j'ai utilisé, il est ici, il est tout à fait classique, il n'y a pas spécialement de surprise. Et là, c'est la decklist que j'ai jouée. Alors au niveau decklist, je me suis permis seulement d'ajouter les nouvelles cartes de Dust Till Dawn qui nous paraissaient vraiment intéressantes, notamment Anthem of Spring, qui est une carte qui permet de très très bien défendre, qui est une carte Earth, et donc du coup ça a un intérêt particulier dans Braillard, et qui en plus est une non-action attaque qui permet de booster une attaque, ce qui peut avoir un certain intérêt. Au niveau des nouvelles cartes, au-delà de cet Anthem of Spring, j'ai aussi décidé de jouer Mischievous Mips, donc du coup qui tape à 2 pour 1, ce qui est excessivement mauvais en termes de mathématiques. Cela dit, si jamais cette carte elle touche un héros, donc que ton adversaire ne le bloque pas, et ben il se trouve que tu peux ou piocher une carte ou prendre le contrôle d'un item, et ça peut être très intéressant selon les match-ups, sachant qu'on a beaucoup de cartes qui boostent la puissance de nos cartes, et non pas en fonction de la vitesse de nos motos, comme dans Yu-Gi-Oh, bien sûr. Ces cartes-là cette carte-là revêt un intérêt bien supérieur parce que quand son effet est boosté, elle va être difficilement bloquée et donc du coup elle va faire de la value en piochant une carte ou en volant un item, ce qui est assez intéressant. C'est pas la carte qui a le plus brillé dans mon expérience de tournoi, mais par contre quand j'ai joué sur Talishar, notamment lors de mes sessions training, la carte était vraiment puissante, quoi.
Au niveau de mon side, j'ai fait un truc que je vous conseille de faire, c'est-à-dire que je n'ai joué dans mon side que des cartes dont j'avais la compréhension. C'est-à-dire que des fois, vous regardez des decklists, et comme vous n'êtes pas professionnel ou que vous n'avez pas un temps infini à dédier au jeu, eh bien, il y a des slots, que ce soit dans votre main deck ou que ce soit dans votre side, il y a des cartes dont vous ne comprenez pas l'enjeu, dont vous ne comprenez pas la présence. Eh bien, moi, je me suis attaché, que ce soit dans mon main deck, parce que j'ai fait moi-même mon main deck, même si je me suis inspiré des conseils notamment du Discord de Flesh and Blood français. J'ai fait mon main deck et mon side en fonction de seulement des cartes euh, dont je connaissais entre guillemets la justification, le contexte et dont je savais pourquoi elles étaient présentes dans ma liste. Ce qui m'a permis entre guillemets de les jouer efficacement et de pouvoir m'adapter à des situations en sachant le pourquoi du comment en sachant le pourquoi du comment la carte était présente dans mon deck. Et ça, c'est important plutôt que de... Moi, je vous invite à net decker pour jouer vos premiers decks de Flesh and Blood. Mais quand vous n'avez pas la compréhension de pourquoi une carte est présente, je vous invite à vous renseigner, à demander ou alors à jouer des cartes peut-être plus simples ou en tout cas moins corner et aussi plus évidentes, quoi. Donc voilà, j'ai joué ce deck-là. L'idée de Braillard, donc du coup, c'est d'avoir un mix de non-action et d'action pour que Rosetta puisse faire des dégâts. Et puis il y a une carte qui brise les mathématiques dans Braillard, c'est Channel Monte Heroic. Ça, c'est une aura, donc c'est une carte qui reste sur le terrain, mais qu'il faut entretenir tous les tours, notamment avec des cartes Earth. Et en fait, ça dit que toutes tes attaques-actions, elles ont plus 3 d'attaque. Et ça, quand cette carte-là, elle est sur le champ de bataille, eh ben forcément, tu rentres beaucoup plus de dégâts, tu vas briser les mathématiques du jeu, c'est ta power card, et les parties où tu l'as sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus simples que les parties où tu ne l'as pas. On a tendance un peu à dire avec Braillard que tu vas essayer de bien bloquer, temporiser, jusqu'à trouver Channel Monte Heroic, et quand tu as ton Channel Monte Heroic, là, tu peux encaisser un maximum de dégâts pour push le plus de dégâts, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte qui brise un peu les mathématiques? En vrai, il n'y a pas vraiment d'autres powerplay que Channel Monte Heroic, juste tout le reste du deck, c'est une équation mathématique assez simple où on veut des dégâts, on veut 4 de dégâts pour 0 d'attaque, avec le plus souvent possible Go Again. Et puis ça suffit amplement. Il y a une autre carte qui est un peu particulière qui s'appelle Force of Nature et qui dit que dès qu'une de nos attaques est boostée, si elle touche un adversaire, on peut piocher une carte. Donc c'est une carte qui se couple naturellement avec Channel Monte Heroic, puisque toutes nos attaques étant boostées, si jamais dans le même tour on a fait une Force of Nature, eh bien il se trouve que dès qu'une attaque va toucher l'adversaire, dans ce cas-là on va pouvoir piocher des cartes. C'est souvent un tour qui peut être quasiment létal pour notre adversaire. Et donc ça, voilà, c'est le deck que j'ai joué. Je me suis pointé donc du coup à la crypte du jeu. Le tournoi était à 14h, j'ai dû arriver vers les 13h30. J'ai été accueilli par Adrien, qui est le TO de la crypte du jeu, donc celui qui s'occupe de l'organisation des événements, qui a été adorable avec moi, qui m'a bien accueilli, qui a pris le temps d'échanger, de discuter avec moi un petit peu, et qui m'a présenté aux autres joueurs de Flesh and Blood qui étaient présents quand je suis arrivé. Les gens étaient vraiment tous très sympas. J'ai pu un petit peu... comprendre et voir d'où venait tel ou tel profil, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs de Flesh and Blood qui venaient de Magic. Je trouve qu'il y a un pont naturel, une passation naturelle entre les joueurs de Magic et les joueurs de Flesh and Blood, et beaucoup des gens avec qui j'ai parlé sur place étaient d'anciens joueurs ou alors sont toujours des joueurs de Magic mais consomment aussi du Flesh and Blood. On a attendu que tout le monde arrive, on était 16 joueurs, ce qui est pas énorme si on prend à l'échelle d'un tournoi qui c'était censé être une Super Armory, et donc du coup Super Armory, ça peut sous-entendre entre guillemets qu'il va y avoir pas mal de monde, mais en fait pour un tournoi dans le sud qui est une région où Flesh and Blood n'est pas excessivement bien installé, 16 joueurs ça reste quand même assez intéressant, quoi. Donc, comme je vous le disais, on était sur une armory de 16 joueurs. Moi, de mon expérience de Flesh and Blood, j'avais fait un ou deux petits tournois, mais quand je vous dis petits tournois par chez moi à Toulon, c'était de l'ordre de tournois de 4 joueurs où on faisait genre 2 parties, c'était pas spécialement compétitif, l'idée c'était de pousser les cartes et de découvrir un peu le jeu, donc j'avais pas eu cette expérience de tournoi vraiment... tournoi, on y va pour gagner, il y a des jolis lots, quoi. Et ensuite, l'autre expérience compétitive que j'ai eu du jeu, eh bien, c'est quand j'ai fait les side events au Calling Lille en août dernier. Voilà, je m'étais déplacé avec l'ami Lancelot, dédicace à lui qui est sur le chat évidemment, et avec qui on avait été au Calling. J'avais pas participé au main event parce que je me sentais pas en capacité, j'avais pas assez joué avec le jeu pour participer
à ce type d'événement-là. Mais j'avais fait quelques side events en Blitz et un side event en CC. Donc voilà, globalement, mon nombre de parties à Flesh and Blood compétitif était excessivement bas. J'avais notamment regardé sur ma fiche, en fait, vous avez une fiche quand vous jouez à Flesh and Blood qui calcule votre elo, vos points, votre nombre de games joués, votre win rate et compagnie, entre guillemets. Et j'avais 14 games joués à Flesh and Blood, en tout cas référencés dans le système de Flesh and Blood. Donc j'étais super content de pouvoir participer à un tournoi comme ça. Comme je vous le disais, on a été très bien accueillis. Et là arrive donc du coup 14h30, début du tournoi. Les pairings sont faits et on m'annonce à la table 1, je crois, ou à la table 2, bref. Et on m'annonce contre un joueur qui, je me trompe peut-être sur son nom, mais il me semble qu'il s'appelait Rémi. Il me corrigera s'il voit cette vidéo-là. Et qui s'assoit en face de moi et qui joue Lexi. Lexi. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une espèce de double nouvelle, le fait que ce soit Lexi. La bonne nouvelle, c'est que dans mon entraînement et dans mon coaching avec Pedro, on avait déjà affronté Lexi. Et donc du coup, j'avais une visibilité sur le style de jeu que je devais adopter face au deck. La mauvaise nouvelle, c'est que Lexi, c'est extrêmement puissant. Lexi, c'est extrêmement puissant, c'est un des meilleurs jeux aggro du format, si ce n'est le meilleur jeu du format. Quand bien même il y a eu un ban qui est censé l'avoir amoindri, honnêtement, dans ce que ça fait toujours des choses très très puissantes. On parlait de cartes qui brisent les mathématiques dans les decks. Moi j'en ai une, Lexi c'est un jeu qui a 3-4 cartes qui brisent les mathématiques et qui du coup de manière consistante va assez facilement les trouver, en tout cas va les trouver excessivement régulièrement. Donc voilà, je me suis retrouvé à m'asseoir face à Lexi. Je vais vous montrer globalement à quoi ressemble un deck Lexi. Un deck Lexi, ça ressemble à ça. C'est un deck archer, donc, qui a aussi le sous-type élémental, qui lui permet là de jouer des cartes Ice et Lightning. Et cette carte-là, en gros, ce héros-là, son but, ça va être de t'envoyer le plus de flèches possible, avec le plus de dégâts possible tous les tours. Il n'y a pas que des effets on-hit, donc des effets qui touchent, qui sont excessivement puissants. Par contre, il y a un nombre de dégâts et de mathématiques qui se cumulent, qui sont vraiment ahurissants et qui du coup peuvent te submerger rapidement et t'empêcher du coup de bloquer tous les dégâts, voire d'établir ton plan de jeu. Le but des archers, c'est du coup de mettre des flèches dans l'arsenal pour pouvoir ensuite les tirer. Et grâce à New Horizon, qui est la légendaire, l'équipement légendaire des archers, eh bien tu peux avoir 2 cartes en arsenal, ce qui te permet du coup de tirer plus de flèches. Tu te transformes littéralement en Legolas quand tu joues Lexi, à la différence d'Azalea, qui est plutôt du genre à tirer une énorme flèche, qui est un autre ranger du jeu. Bah là, quand t'es Lexi, c'est... Voilà, t'es vraiment... Tu vois Legolas dans les 2 tours ? Pareil. C'est un peu l'idée. La partie, elle a vite tourné en la faveur de mon adversaire sur ce premier match. Tout simplement parce que je gagne le dé, et donc du coup c'est à moi de choisir si je commence ou si je commence pas. T'as un intérêt quand tu veux push des dégâts et jouer aggro à Flesh and Blood, généralement à ne pas commencer, parce qu'il faut savoir que le premier tour d'un des 2 joueurs, pour compenser la dynamique de play et de draw, et bien du coup tu peux entre guillemets mulligan ta main gratuitement. C'est-à-dire que si ton adversaire push des dégâts, tu peux donc du coup défendre avec ta main, et là où normalement tu repiocherais des cartes qu'à la fin de ton tour, là tu repioches des cartes à la fin de ton tour de ton adversaire, ce qui te permet mécaniquement de bloquer tes dégâts et donc du coup de repiocher des cartes. T'as pas tellement envie de faire ça. Pour pouvoir commencer à prendre la tempo, tu veux plutôt jouer en second et donc laisser ton adversaire commencer. C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé mon adversaire commencer, et là, catastrophe, ce qui s'est passé. Vous allez le voir, je vais vous montrer la carte. Le premier tour de mon adversaire, ça n'a pas été de me rentrer des dégâts ou juste de ce setup, hein. Ça a été Arctic Incarcération. Son premier tour, ça a été tiens Val, tu prends 3 Frostbite, je mets un arsenal et je passe mon tour. Et donc du coup ça a eu 2 problématiques assez puissantes. C'est que comme il n'a pas rentré de dégâts, je n'ai pas pu bloquer et ça ne m'a pas permis de mulligan ma main. Et en plus de ça, j'ai commencé mon tour qui était censé être mon tour de tempo, le tour où je commence à push des dégâts et donc à rentrer dans une dynamique d'attaque-réponse où c'est moi qui ai l'avantage. Eh bien je commence mon tour avec une main à 4 rouges qui du coup ne pitch pas bien mes attaques et ne peut pas payer les 3 Frostbite, qui en fait, des Frostbite, ce sont des cartes qui te taxent en fait. Chaque Frostbite te demande de payer 1 de plus pour jouer une carte. Donc 3 Frostbite, ça me demandait de payer 3 pour jouer ma première carte. Et du fait que je l'ai laissé commencer, et que son premier tour ça a été Arctic Incarcération, ça m'a mis derrière et ça m'a out-tempo instantanément. Et donc du coup j'ai passé toute la partie, au lieu d'être le joueur actif, le joueur qui fait la course, le joueur qui push les dégâts, je me suis retrouvé à être le joueur qui doit encaisser, qui doit bloquer, qui doit essayer de se setup, et ça a été excessivement compliqué.
Cela dit, la game a été excessivement longue et intéressante. Mon adversaire, on s'est retrouvé dans un spot où il était à 3 et j'étais à 2. J'avais commencé à reprendre la tempo, on était sur 5 tours où c'était moi qui pushais tous mes dégâts et lui qui défendait toute sa main. Ce qui était vraiment genre le scénario avec ce qui s'était passé en amont dans la game qui était excessivement favorable. Et je me disais à un moment je vais réussir à outrepasser ces valeurs de bloc et à mettre les 3 derniers dégâts, notamment avec une carte comme Rosetta qui peut push des dégâts et des dégâts d'arcane. À un moment je prends son cimetière et je me dis dans cette dynamique là, je suis en train de prendre l'avantage et il y a de grandes chances que s'il ne voit pas rapidement une power card, eh bien je puisse réussir à finir le travail entre guillemets. Je prends son cimetière et je compte. Il avait donc du coup passé dans cette partie 3 Three of a Kind, qui est une des cartes qui brise les mathématiques de Lexi. Il avait passé 3 Art of War, qui est une des cartes qui brise les mathématiques de Lexi, dont un en défense d'ailleurs. Et il avait passé 2 Codex of Frailty et 2 Rain Razor. Donc on est dans une game qui est tellement avancée que je me suis mangé dans la tête 10 power cards. Il lui reste peut-être une vingtaine de cartes dans son deck. Et dans ces 20 cartes-là, il lui reste du coup un Codex of Frailty et un Rain Razor. Sachant que je suis à 2 PV, le Rain Razor il est très complexe. Je ne peux pas me permettre de surbloquer ses attaques quand bien même il n'en a qu'une par tour. Donc je ne peux pas tourner autour de ce Rain Razor. Et je ne peux pas tourner autour de ce Codex of Frailty qui permet littéralement au Ranger de bloquer toute ta phase de défense, garder seulement le Codex et quand même envoyer une flèche qui est quand même d'un niveau assez décent. Et je me dis, cette partie, dans la dynamique dans laquelle je suis en train de la gagner dès lors que sur ces 20 dernières cartes, ou 15 dernières, il ne trouve ni son dernier Codex, ni son dernier Rain Razor. Je suis à 2 PV, il est à 3 PV, la partie avance, et là, au moment où je compte son cimetière, et que je me dis, il ne faut pas qu'il ait Codex of Frailty ou Rain Razor, il se retrouve dans le spot où sa main, c'est Codex of Frailty. Et ça me tue parce que du coup, il bloque bien, et il push plus de dégâts, il reprend l'avantage dans la course, et je finis mécaniquement par mourir sur un Rain Razor le tour d'après. Donc du coup, il a passé ces 12 cartes qui brisent les mathématiques du jeu. J'ai failli le battre en battant entre guillemets 8, ce qui, je trouve, était quand même assez sympathique de la part de Braillard. Mais voilà, trop de value, trop de cartes puissantes, trop de blocs into trop d'agression. Je commence par une défaite. Mais c'était une game qui était excessivement intéressante, qui m'a demandé de prendre plein de décisions. Pareil pour mon adversaire qui, il faut le souligner, était très sympa, très friendly et qui jouait tout à fait correctement. Donc big up à lui s'il passe par là. Et en fait, je pense que toute cette game aurait été différente si j'avais pas appris Arctic Incarcération tour 1 quoi. Ça a été une catastrophe. Et sans bleu en main. Sans bleu en main, aucune capacité à mulligan, aucun moyen de péter ses frostbite en fin de tour. Je me suis retrouvé littéralement, vous savez ce que ça a été mon premier tour alors que c'était mon tour d'agression? Ça a été ok, Arsenal passe, je pioche une carte. C'est dramatique quoi. Dramatique, et quand bien même à la fin on arrive dans un scénario où j'ai battu 8 power cards et où je peux peut-être la gagner s'il trouve ni Codex ni Rain Razor. Donc c'était... je pense que c'était le match le plus tendu que j'ai eu à jouer de la journée, ce premier match. Un peu déçu du coup de commencer par une défaite et de commencer directement par Lexi qui a un deck qui est quand même très powerful. J'aurais pu commencer quand même par... Tu vois, il y a un peu des escaliers quoi, on pouvait commencer sur une marche un peu plus basse, mais ça a pas été le cas. Je commençais à 1-0 ce petit tournoi là, mais une game en tout cas qui était très stimulante et qui m'a beaucoup plu à jouer. C'est possible que j'aurais pu la gagner en jouant mieux, attention, il n'y a pas que Arctic Incarcération et le fait d'avoir trouvé Codex qui résolvent cette game-là. Ça, c'est la phase visible, ce que moi j'ai identifié dans la partie parce que c'était assez visible et assez simple. C'est probable qu'en prenant d'autres lignes de play, mon adversaire aurait pu gagner la partie plus rapidement, ou alors moi j'aurais pu aussi la gagner avant que le dernier Codex tombe. Attention, la faute n'est pas imputable spécifiquement à ce top deck Codex of Frailty, c'est juste que là ça a été la partie visible de toutes les décisions qu'on a prises en amont dans la partie. Il faut savoir que l'arbre décisionnel de Flesh and Blood est très vaste, c'est-à-dire si une partie Flesh and Blood c'est un tronc et que chaque décision que tu prends est une branche, et bien dans ce cas-là, l'arbre le plus feuillu de tous les TCG est probablement un arbre de Flesh and Blood, si vous voyez ce que je veux dire. On arrive sur le deuxième match-up, je suis donc du coup à 0-1, mon adversaire aussi, et il joue Reinhardt, Reckless Rampage, qui est donc du coup une brute, et il porte bien son nom. L'idée des brutes, c'est de frapper très très fort, mais de manière un peu aléatoire.
c'est extrêmement flavor dans le fait d'être une brute. Hein. C'est genre tu mets un énorme coup de massue, mais des fois il touche pas, voire même des fois tu te le prends dans la gueule ton coup de massue. Quoi. C'est très roleplay avec le délire un peu heroic fantasy. Alors cela dit, Reinhardt il est assez stylé, il fait peur. Pareil, un adversaire excessivement sympathique qui s'est assis en face de moi et qui avait le mérite d'être aussi très pédagogue. C'est-à-dire que moi, je connais pas spécialement le gameplay brut et je connais pas spécialement les cartes. Et mon adversaire m'a vraiment expliqué tout ce que faisait son deck. M'a expliqué de manière très claire et très précise tout ce que faisaient ses cartes et était extrêmement sympathique et avait vraiment envie que je comprenne et que je passe un bon moment. Donc ça, je lui en suis reconnaissant, bien évidemment. Donc vous l'avez compris, l'idée de Reinhardt c'est de taper fort mais de manière un peu aléatoire. Il se trouve que pour taper il faut que tu discardes des cartes et si jamais tu discardes des cartes qui tapent à 6 ou plus, ce qui est assez facile dans le gameplay brut, eh bien tu intimides ton adversaire. Le fait d'être intimidé ça veut dire qu'en phase de défense, pendant que c'est le tour de ton adversaire, eh bien tu perds une carte aléatoire de ta main. Et donc si tu perds une carte aléatoire de ta main, ça veut dire que mécaniquement tu bloques moins bien parce que tu as moins de cartes pour bloquer. Et donc l'idée des brutes c'est de t'intimider pour que tu puisses pas bloquer et de te rentrer beaucoup de dégâts mathématiques. Sauf que le problème des brutes, et c'est pour ça que c'est malheureusement pas un très bon deck du format actuellement, c'est que quand bien même il t'empêche de bloquer et quand bien même il fait beaucoup de dégâts mathématiques, ça peut être 12, 16, 18 voire un peu plus, il n'a aucun effet on hit. C'est-à-dire que s'il n'a pas d'effet on hit, il n'a pas d'effet de disruption, il ne peut pas t'empêcher toi de développer ta stratégie. C'est un deck qui tape fort, mais qui t'empêche pas toi de ton côté de taper fort. Et quand bien même Reinhardt ça peut taper fort et ça fait beaucoup de dégâts avec tu vois des attaques à 9, des attaques à 6, des attaques à une attaque à 4 hein, des attaques à 8 et compagnie. Ben en fait, si tu les bloques pas, c'est pas grave, on engage juste mécaniquement une course et quand tu engages mécaniquement une course contre Reinhardt avec Braillard, ben en fait Channel Monte Heroic c'est plus fort que de taper à 6 puis à 8 parce que Channel Monte Heroic ça fait que tes cartes qui coûtent 0, bah celle-là elle tape à 7, celle-là elle tape à 7, celle-là elle tape à 7, et en fait en 3 cartes qui coûtent 0, bah t'as déjà outrepassé la puissance potentielle d'un deck comme Reinhardt. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas de disruption, qu'il n'y ait pas d'effet on hit sur les cartes, le fait qu'il t'intimide et qu'il t'empêche de bloquer, en fait dans tous les cas, moi d'être intimidé ça m'a pas tant posé de problème parce que j'avais pas spécifiquement envie de bloquer. J'ai juste attendu de piocher mes power cards, jouer mes channels Monte Heroic, commencer à faire un max de value. J'ai dû bloquer peut-être un ou deux effets on hit mais très rapidement et puis derrière bah, on a engagé une course et celui qui faisait le plus de dégâts mathématiques c'était pas Reinhardt, c'était Braillard et ça m'a permis de remporter cette partie. Donc on est à 1 partout dès cette deuxième ronde. C'était assez intéressant de voir un petit peu la mécanique de Reinhardt. Je comprends pourquoi le deck malheureusement n'est pas méta. Il lui manque ou des dégâts on hit ou alors de la consistance, vu que c'est un deck qui joue aussi sur l'aléatoire, qui permet de jeter des dés pour regagner des points d'action et du coup repush plus de dégâts. Il faut combler vraiment ou le côté consistant du deck ou le côté dégâts on hit. Le joueur qui jouait Reinhardt le savait, était pas dupe là-dessus, ça lui faisait juste plaisir de jouer cette mécanique-là, mais il était conscient des faiblesses de son héros, qui à mon avis verra sa classe être pas mal agrémentée de nouvelles cartes dans le prochain set, puisque normalement on devrait arriver sur une extension qui met à l'honneur les brutes, et donc potentiellement donnera des cartes de support assez intéressantes pour que le deck devienne meilleur. À ce moment-là, je suis à 1 partout dans ce tournoi-là. Je suis content, j'ai ma petite victoire, ça fait plaisir. Moi, dans l'idée, j'avais envie de faire 3-1 à ce tournoi-là. C'était pour me challenger. Voilà, je suis un joueur de Flesh and Blood un peu débutant. J'ai acquis pas mal de connaissances théoriques en regardant beaucoup de contenu, mais j'ai très peu de pratique. Et je me disais que 3-1, ça serait quand même un résultat tout à fait satisfaisant. Sachant que 2-2, ça serait aussi à peu près honorable. Et 1-3, ça serait assez déceptif. 0-4, n'en parlons pas, je pleure, littéralement. Alors, ça fait pas plaisir de venir pour se prendre 4 défaites, c'est quand même un peu chiant. Ensuite, en ronde 3, j'affronte un petit bonhomme qui s'appelle Sandro, qui était ici avec son papa, dédicace à lui, que tout le monde appelait Joe, donc j'imagine qu'il s'appelle Joe, qui était excessivement sympathique, on en reparlera plus tard de ce monsieur-là. Mais donc du coup, ça m'a fait excessivement plaisir de voir un papa et son fils jouer à Flesh and Blood. Le fait qu'il y ait une passation et que Flesh and Blood, qui est quand même un jeu un peu à l'instar de Magic maintenant, qui attire pas forcément les nouvelles générations, mais qui est plutôt un jeu de trentenaire, bah, c'était super rafraîchissant
divertissant de voir un petit bonhomme de 9 ans jouer à Flesh and Blood, c'était grave cool. Donc je m'assois face à lui, il était en une défaite et une draw, donc je suis sous-appareillé. Il jouait Dorinthea, qui est un deck que je vais à peu près pas très bien vous présenter parce que je connais absolument pas les effets de Dorinthea. Tout ce que je sais, c'est que c'est un héros qui veut taper plusieurs fois avec son épée, avec Dawnblade, et en attaque-réaction, donc en réaction à son attaque, veut booster la puissance de sa Dawnblade avec des attaques-réactions. Je pense notamment à ce genre de carte-là, Warrior Attaque Réaction. Donc l'idée là, c'est pas de jouer des actions qui vont faire des dégâts, c'est d'attaquer avec ton arme et de la booster, puis de réattaquer avec ton arme. Donc il y a un espèce de jeu de poker menteur de est-ce que je bloque ? Ok, si tu bloques tant, moi en attaque réaction, je te pêche plus de dégâts. Ou alors si tu bloques tout, du coup moi je joue pas mon attaque réaction et je la mets sur la deuxième attaque. Voilà, il y a un peu cet esprit de bluff qui peut être très sympa pour Dorinthea, mais qui n'en fait pas pour l'instant un des meilleurs decks du méta. Et c'est vrai que j'avais à peu près appris à jouer contre les gros decks du format, mais pas tellement contre les decks un peu plus tier 2, tier 3. Et Dorinthea, au même titre que Reinhardt, c'est plutôt dans ces eaux-là. No offense à tous les fans de Dorinthea, je sais qu'il y en a plein à Flesh and Blood. Attention, je ne constate que les top 8, hein. Ce ne sont pas mes dires, c'est juste factuel pour le coup. Ça veut pas dire que le deck est pas bien ou qu'il aura pas vocation à devenir meilleur dans le temps. Et donc du coup je joue contre le petit Sandro, mais qui débute le jeu en fait mécaniquement, qui connaît le texte de ses cartes et les effets de ses cartes, mais les ordonne pas forcément dans le meilleur sens. Il a tendance, et ça c'est plutôt une bonne chose parce que les gens le font pas assez à Flesh and Blood, à beaucoup bloquer. Et ça m'a étonné. J'ai plutôt l'impression que moi, si j'étais un enfant et que je jouais à Flesh and Blood, j'aurais envie d'attaquer et pas trop bloquer. Et lui, il avait vraiment presque trop envie de bloquer, donc il bloquait énormément. Alors la partie a duré parce qu'il a bien bloqué, et puis au bout d'un moment, j'ai setup un channel monté héroïque avec une force of nature en bloquant correctement aussi ses attaques de son côté, et là forcément j'ai réussi à outrepasser totalement le power level de Dorinthea et j'ai fini par l'emporter de manière assez naturelle. Mais voilà, c'était super cool de voir un petit bonhomme de 9 ans jouer à Flesh and Blood. J'espère que le tournoi lui a plu, j'espère qu'il rejouera, qu'il continuera, et c'est super cool de pouvoir partager ça en famille. Du coup là je me retrouve à 2-1 dans le tournoi, on est au bout de la 3e ronde, il reste une ronde vu qu'on est 16, mais je me dis le 3-1 il est acceptable, il est faisable, hein, ça peut le faire, je suis assez content. Les games que j'ai eu à jouer étaient sympathiques. J'ai pris plaisir à ce moment-là du tournoi. Je me dis bon, si je fais 2-2, j'ai au moins pris du plaisir, c'est cool, mais je peux encore faire 3-1, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et donc là en 4e ronde, je suis appareillé contre quelqu'un qui a 2-1 aussi. Et donc c'est le papa du petit bonhomme que j'ai battu, donc du coup qui va m'affronter pour venger son fils. C'était un peu esprit shonen, c'était un peu rigolo. Donc j'affronte Joe, du coup, qui se présente avec Azalea, alors pas n'importe quelle Azalea, une Azalea Marvel Full Art, un Sandscourge Great Bow Marvel Full Art, une Fiendal Tunique altérée. Là il y avait de la belle carte sous les yeux, quoi. Il y avait de la belle carte, il y avait du beau deck. Le gars était excessivement sympathique, je vous invite peut-être à aller le suivre sur les réseaux, on a beaucoup parlé, notamment collection et tout. C'est un... alors je sais pas comment on appelle ça, un galeriste, en tout cas quelqu'un qui tient des galeries d'art sur Masta et sur Paris. En tout cas il fait des pop-up où il présente du coup de l'art. Moi je suis un profane, j'y connais pas grand chose en art, il m'a montré un peu ce qu'il faisait. En gros c'est des pop-up de galeries, vous pouvez donc du coup aller en fonction des dates dans lesquelles il s'est installé dans tel ou tel pop-up, aller visiter sa galerie où il met en avant des artistes, notamment des tableaux. Il avait, au moment où je l'ai rencontré à la crypte du jeu, il avait notamment une galerie sur Marseille où il exposait des artistes de Flesh and Blood, donc c'était super cool. De ce que j'ai un peu vu sur ses réseaux sociaux, il y a beaucoup cette volonté de mettre en avant aussi les artistes et la culture japonaise, donc voilà, c'est très joli, très intéressant. Vous pouvez aller le suivre sur Instagram, il s'appelle Jo_Yana, et il aime bien les belles cartes. Voilà, si vous jouez contre lui, vous allez vite vous en rendre compte. Donc je m'installe face à ce gars-là. Donc du coup, il joue Azalea. Et Azalea, comme je vous le disais, c'est un peu l'inverse de Lexi. Là où Lexi, le premier archer que j'ai affronté, le but c'est d'envoyer plein de flèches dans ta gueule. Et l'idée d'Azalea, c'est au lieu d'en envoyer plein, c'est d'en envoyer une, mais énorme. Et tellement énorme que tu vas avoir du mal à la bloquer. Voire même, on va lui donner Dominate, ce qui fait que tu ne pourras pas la bloquer. Et sur ces flèches-là, on va mettre des dégâts onites. Donc c'est comme si c'était une énorme flèche empoisonnée et enflammée. Donc tu sais que si elle te touche, au-delà de te faire des trous dans la cuirasse, elle va te filer des malus. Donc c'est un plan de jeu qui est assez particulier, mais qui est ma foi plutôt assez efficace.
Son arme, au lieu que ça soit l'arme bien connue d'Azalea qui s'appelle le Deadeye et qui permet du coup de recharger et piocher des cartes quand on recharge notre arsenal, bah là c'est le Sandscourge Great Bow qui permet de mieux manipuler le dessus de sa bibliothèque et donc du coup de mieux assembler des flèches avec beaucoup d'effets on hit. C'est un arc qui fit très très bien avec la mécanique d'Azalea. Il y a 2 plans de jeu à Azalea, en tout cas là, moi c'est le plan de jeu que j'ai affronté. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'assembler, de manipuler le dessus de ton deck. C'est un jeu qui a l'air assez pointu à jouer. Tu manipules le dessus de ton deck pour trouver les meilleures options de flèches possibles, leur ajouter le plus de dégâts on hit et le plus de statistiques possible pour tirer la plus grosse flèche possible. J'ai dit Deadeye, mais c'est Death Dealer pour l'arc de Azalea habituellement. Et donc du coup on commence la partie. La partie s'engage plutôt bien, plutôt favorablement pour moi. J'arrive à lui passer un Channel Monteroic avec un donc Channel Monteroic, c'est cette carte là qui buffe mes attaques, avec un super Command and Conquer buffé qui tape à 9 et qui va péter son arsenal, en plus du fait que Azalea joue la New Horizon, bah du coup mon adversaire il a pas qu'un seul arsenal mais il en a 2, donc vraiment ce Command and Conquer il a pas le droit de passer, il peut pas le laisser passer, du coup il me donne toute sa main dessus, ce qui me permet de reprendre la tempo naturelle. Je commence vraiment à lui rentrer beaucoup de dégâts et à prendre l'ascendant. Il s'est retrouvé beaucoup à bloquer avec toute sa main, me passer le tour, je réattaque, bloquer avec toute sa main, me passer le tour. Il a réussi à me disrupter de manière assez intéressante parce qu'il a, ce deck là il a vocation à pas mal bloquer tout en t'envoyant quand même une flèche assez impressionnante, bien bloqué, envoyer une flèche assez impressionnante. Et il a une carte qui s'appelle Red in Ledger, et Red in the Ledger en fait c'est une carte qui dit que si elle te touche, eh bien tu ne peux jouer qu'une action pendant ton tour. Alors sachant que moi j'ai un deck wide, c'est-à-dire un deck qui veut jouer plein d'actions pendant mon tour pour faire le plus de dégâts possible cumulés, bah si jamais il me touche avec cette carte-là, ça me défonce. Et donc il a eu plusieurs spots pour essayer d'inverser la tempo, en bloquant avec sa main, prenant un nombre de dégâts qui était succinct, puis derrière en jouant ce Red in the Ledger, qui était peut-être boosté par une carte, et qui me demandait moi, du coup, de bloquer avec ma main. Et mécaniquement, en bloquant avec ma main, c'est comme un jeu d'escrime, en fait. Pendant que tu tapes, du coup, t'es un peu sans défense, puis après, tu viens bloquer. Et en fait, moi, en bloquant avec ma main, derrière, bah, je lui redonnais la tempo pour lui repasser à l'agresseur. Et donc, j'ai eu la sensation dans cette game d'être l'agresseur pendant 80% du temps de la partie. Et sur les 20 derniers pourcents, il a réussi à set-up des tours à coup de Premeditate, comment ça s'appelle? Elles sont où les Premeditate, Release the Tension, Lens the Blood Rot avec une flèche Dominate grâce à la capacité d'Azalea, et genre il m'attaquait à 14 imbloquable avec un effet on hit genre de Remorseless qui fait que je perds un point de vie à chaque fois que je joue une carte. Enfin, il m'a fait des tours avec une flèche qui était tellement grosse que même en donnant toute ma main je pouvais pas les bloquer, donc j'avais quand même tous les effets on hit qui s'activaient. Avec Premeditate il créait un Ponder Token. Enfin voilà, il a réussi à sur la fin de la partie à m'asphyxier totalement, et là où j'ai eu l'impression de dominer un peu toute la partie, je me suis écroulé en fin de game et ces flèches étaient trop puissantes et surtout imbloquables, ce qui fait que j'ai dû m'incliner contre Joe lors de cette 4e ronde. Et je finis donc ce tournoi à 2-2, donc 2 victoires pour 2 défaites. J'ai gagné contre Reinhardt et contre Dorinthea, qui sont évidemment pas des decks les plus populaires dans le méta, et j'ai perdu contre Lexi et Azalea, qui étaient qui sont 2 decks très très puissants du format. Ce qui fait qu'il y a un peu une logique là-dedans, quoi, étant moi un peu débutant, n'ayant pas forcément les bonnes mécaniques ou les meilleures directions de jeu, bah, j'ai battu entre guillemets les match-ups faciles sans dénigrer mes adversaires, mais plutôt la hiérarchie des decks que j'ai affrontés. J'ai battu entre guillemets les decks qui étaient les moins puissants dans le format, mais je me suis incliné contre des bons joueurs aussi, mais aussi contre des très très bons decks. Et j'ai vu que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis persuadé que contre Azalea, je pouvais probablement mieux faire, voire gagner cette partie. Lexi, honnêtement, c'est dur de prendre du recul, de savoir où t'as fauté quand t'es pas aiguillé et quand t'as pas des joueurs meilleurs que toi qui peuvent t'apprendre ces choses-là. Donc c'est à peu près dur de savoir entre guillemets où ton arbre décisionnel a pêché. Mais je crois que contre Lexi, je pouvais pas gagner cette game. Genre, dès lors que mon oppo il a joué Arctic Incarceration tour 0, que derrière il a joué 3 Free of a Kind, 3 Codex of Reality, 3 Art of War et 3 Rain Razor,
En jouant Braillard, qui est un deck tier 1.5, on dira, j'estime que mécaniquement, si on arrive à ce niveau-là de la partie, je ne peux pas la gagner et je trouve que ma défaite est tout à fait logique. Contre Azalea, ayant eu la tempo quasiment la majorité du temps, je pense qu'en séquençant mieux, en bloquant mieux, il y avait peut-être moyen que je réussisse à finir. Il y avait peut-être moyen de gagner cette partie-là. En tout cas, j'ai eu la sensation de ne pas avoir toute l'expérience nécessaire pour jouer de la meilleure des manières. Donc voilà, conclusion, au final, je finis à 2-2, ce qui est, on va dire, acceptable. Je m'attendais à mieux et je voulais faire mieux et je ferai mieux la prochaine fois. J'ai vu encore tout le chemin que j'avais à parcourir. J'ai affronté que des joueurs, mis à part le petit Sandro qui est tout jeune, qui a 9 ans et qui débute. J'ai affronté que des joueurs qui étaient meilleurs que moi mécaniquement et qui avaient une meilleure compréhension du jeu. Et je vais recommencer pour faire ça mieux la prochaine fois, évidemment, quoi. Évidemment. Que vous dire d'autre? Eh bien du coup la crypte du jeu c'était super sympa, je vous invite à aller y faire un tour si vous êtes sur Marseille ou dans les alentours. Ils font un tournoi classique construit tous les samedis à partir de 14h avec des lots évidemment et des tournois qui comptent entre guillemets pour vous savez vos points qualificatifs pour les nationaux et compagnie. Donc je vous invite si jamais vous voulez découvrir le jeu à vous rapprocher de la crypte du jeu. Rapprochez-vous aussi de vos boutiques locales pour leur proposer de jouer à Flesh and Blood, leur proposer de mettre en avant ce jeu là qui est giga cool. Essayez de créer des communautés autour de vous, parlez du jeu, le jeu est cool, suivez les contenus français, Tour 0, le tome de Marcel, Floyd Ophidia, il y en a probablement plein d'autres et je vous invite à les mettre en commentaire si je les ai oubliés ou si je ne les connais pas, hein. Je ne peux pas tout connaître évidemment, je regarde déjà du contenu sur tous les TCG qui existent, donc forcément je peux pas tout avoir. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment. Je remercie à LSS de m'avoir permis d'aller faire ce tournoi-là. Je remercie à la crypte de m'avoir bien accueilli et je remercie à la communauté marseillaise d'avoir été excessivement sympathique et pédagogique avec moi. Big up à tous les adversaires que j'ai rencontrés. Je vous ferai d'autres débriefs, d'autres tournois sur d'autres TCG, que ce soit du Lorcana, du Magic, qu'importe le TCG auquel je vais jouer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu s'il vous plaît, le partage dans les commentaires. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.